Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en bonne santé, avec un bon moral. Eh bien, dans cette séquence, je vais continuer sur le corrigé de l'examen national du bac, filière internationale, option français, session normale 2016, section deuxième bac SVT, matière, sciences de la vie et de la terre. Je vais donc continuer sur la partie qui concerne le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Nous allons donc traiter l'exercice numéro 2, deuxième partie. Cet exercice porte sur le chapitre qui concerne l'expression de l'information génétique. Donc, dans cette partie de cet exercice, dans cette première partie de cet exercice numéro 2, nous avons ce qui suit. La mucoviscidose est une maladie génétique caractérisée par la production de mucus visqueux par les cellules épithéliales, surtout au niveau pulmonaire et digestif. Afin de déterminer l'origine génétique de cette maladie, on présente les données suivantes. En 1989, des chercheurs ont établi la relation entre les symptômes de la mucoviscidose et une protéine membranaire CFTR, une protéine de la membrane plasmique. Cette protéine permet la sortie des ions Cl-, ce qui est nécessaire à la production d'un mucus fluide qui s'écoule facilement. Le document 1 présente la relation entre l'état de cette protéine et la fluidité du mucus chez un sujet sain et un sujet malade. Donc aussi, ici nous avons donc une maladie qui s'appelle donc la mucoviscidose. C'est une maladie qui est liée à une protéine membranaire. Cette protéine membranaire, elle est présente essentiellement au niveau des muqueuses, des voies respiratoires et des voies digestives. C'est une protéine membranaire qui permet la sortie des ions Cl-, et cette sortie des ions Cl- est indispensable pour la production d'un mucus fluide qui s'écoule facilement. Eh bien, le document 1 nous présente donc la relation entre l'état de cette protéine et la fluidité du mucus chez un sujet normal et un sujet atteint de mucoviscidose. Voici donc le document 1. Le document 1 vous présente ici une, une cellule, par exemple une cellule d'un épithélium digestif ou respiratoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater dans ce document? Donc, nous avons deux schémas qui représentent deux cellules. La première remarque ici, bien sûr, donc, il faut être capable d'identifier tous les constituants du document. Donc, nous avons ici deux cellules. La cellule qui correspond à un cas normal et la cellule qui correspond à un cas de maladie. Et bien sûr, dans ce schéma-là, on doit être capable d'identifier les constituants ordinaires d'une cellule, à savoir la membrane cytoplasmique, le cytoplasme et le noyau. Eh bien, c'est ce que vous avez ici. Pour cette cellule, par exemple, voici la membrane cytoplasmique et voici le noyau et le reste, c'est le cytoplasme. Donc ici, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est que cette partie-là, hein, là où vous avez le mucus, hein, cette partie qui est grise, là où vous avez le mucus, ça ne fait pas partie du milieu intracellulaire, donc c'est du milieu extracellulaire, c'est-à-dire que c'est le mucus qui est sécrété par les cellules. Eh bien, bien sûr, donc, pour pouvoir comprendre le contenu d'un document, je dois lire toutes les indications qui y figurent, à savoir, par exemple, ici, on me dit que ça, c'est une cellule épithéliale chez un sujet sain, c'est-à-dire un sujet normal, et la deuxième cellule, c'est
une cellule épithéliale d'un sujet malade, c'est-à-dire un sujet atteint de mucoviscidose. Donc, d'après les données qui nous ont présenté ce document, on peut comprendre que pour le sujet normal, nous avons donc un noyau qui, donc, bien sûr, comme vous le savez, porte donc l'information génétique. L'expression de l'information génétique, en l'occurrence celle de la protéine CFTR, va donc aboutir à la synthèse de cette protéine. Cette protéine, donc, puisqu'il va effectuer, donc, pour qu'elle puisse effectuer son fonctionnement, sa fonction biologique normale, elle doit donc, après être synthétisée, elle doit migrer pour s'installer au niveau de la membrane cytoplasmique, donc pour effectuer son rôle qui est de permettre la sortie des ions Cl- de la cellule. Donc ceci pour la cellule de l'individu normal. Pour la cellule de l'individu atteint de mucoviscidose, nous avons une protéine qui est synthétisée, donc à partir de l'expression de l'information génétique contenue dans le noyau. Mais pour la personne malade, on aura une protéine non fonctionnelle. Eh bien, quelles sont les conséquences donc de la présence d'une protéine normale chez l'individu normal et d'une protéine soi-disant non fonctionnelle chez l'individu malade? Eh bien, chez l'individu normal, on aura ici la protéine qui va faire son rôle. Donc, on aura sorti des ions Cl-. Conséquence, on aura un mucus qui est fluide et qui va s'écouler facilement à travers donc, les voies respiratoires ou bien les voies digestives. Et l'écoulement facile, c'est-à-dire ça rentre dans le cadre de ce qui est normal, c'est-à-dire le fluide, lorsqu'il s'écoule facilement, on n'aura aucun problème. Eh bien, qu'est-ce qu'il en est à propos de la cellule chez l'individu qui est malade? La protéine n'est pas fonctionnelle, elle ne va pas s'installer au niveau de la membrane cytoplasmique, et bien du coup, il ne va pas effectuer son rôle. Et la conséquence, c'est-à-dire on n'aura pas une sortie des ions Cl-, et donc on aura un mucus visqueux, difficile à évacuer, et ce qui va donner les symptômes de la maladie. Voici donc le document 1, et à partir de ce document, on nous pose la première question. En exploitant les données du document 1, montrez l'origine des symptômes de la maladie, puis déduisez la relation protéine-caractère. Donc avant de rentrer dans le détail des questions, des réponses, on va tout simplement un petit peu discuter d'une façon sommaire toutes les questions qu'on a dans cette partie de l'exercice. Eh bien, donc, qu'est-ce que vous pouvez constater au niveau de chaque question? C'est qu'à chaque fois, donc, on n'a pas cessé de le rappeler, c'est que vous avez en gras les verbes d'action, c'est-à-dire les points sur lesquels donc, vous devez insister au niveau de votre réponse. Donc, il faut exploiter les données du document numéro 1, c'est-à-dire le document qu'on vient de voir ici. Et il faut expliquer l'origine des symptômes de la maladie et déduire la relation entre la protéine et le caractère. Donc le caractère ici, c'est être atteint ou ne pas être atteint de mucoviscidose. Donc ce caractère héréditaire se présente sous forme de deux phénotypes. Un phénotype, c'est-à-dire individu normal, et un autre phénotype, donc à l'opposé, on a un autre phénotype, individu souffrant de la mucoviscidose. Donc on nous demande d'expliquer cela. Eh bien, au niveau de la réponse, donc on doit tout simplement faire le décryptage du contenu du document, c'est-à-dire expliquer pourquoi on a un mucus fluide qui s'écoule facilement, donc on n'aura aucun problème pour le cas normal, et pourquoi on aura un mucus visqueux qui s'écoule difficilement, et puis ça va
mener aux symptômes de la maladie pour le cas de la personne atteinte de mucoviscidose. Et on nous demande aussi de faire le lien entre la protéine et le caractère héréditaire. Eh bien, vous connaissez très bien que dans le chapitre expression de l'information génétique, donc on a cette fameuse relation entre gènes, protéines, caractère héréditaire. Ici, on nous demande tout simplement, on ne demande pas la relation entre le gène et la protéine, mais on nous demande la relation entre la protéine et le caractère héréditaire, c'est-à-dire le caractère sous ces deux formes, la forme normale et la forme qui correspond à la maladie. Donc avant de rentrer dans le détail des questions, dans le détail des réponses, on va donc lire toutes les questions et toutes les données, et puis donc après, on va donc aborder les réponses. La suite. La synthèse de la protéine est contrôlée par un gène du même nom. Donc la protéine, CFTR, dont on vient de voir quel est le rôle physiologique, quelle est la fonction biologique, c'est une protéine qui est sous le contrôle d'un gène qui porte le même nom. Donc la protéine, elle s'appelle CFTR et le gène, il s'appelle aussi le gène CFTR. Eh bien, ici, je dois donc soulever une remarque qui me paraît très importante. C'est au moment de la rédaction de vos réponses, donc sur votre copie d'examen, il faut être précis dans la rédaction, c'est-à-dire que lorsque vous rédigez, vous devez à chaque fois mentionner est-ce que vous parlez de la protéine CFTR ou bien du gène CFTR. Donc, il faut être précis dans la rédaction. Si vous écrivez par exemple CFTR, eh bien donc votre lecteur ne comprendra pas. Est-ce que vous désignez CFTR la protéine ou bien CFTR le gène? Donc ici c'est une remarque pour dire d'une façon générale, dans votre rédaction, il faut être précis parce que si on est précis, cela montre que on maîtrise bien nos concepts scientifiques. Et lorsqu'on parle du gène CFTR, bien sûr, il faut être encore plus précis. Est-ce que vous êtes en train de parler du gène, de l'allèle normal qui correspond à la situation normale ou bien de l'allèle mutant qui correspond à la maladie? Donc, la synthèse de la protéine CFTR est sous le contrôle d'un gène qui porte le même nom. Le document 2 présente une partie de l'allèle normal CFTR, le brin transcrit chez le sujet sain et la partie correspondante de l'allèle mutant, toujours brin transcrit, chez un sujet atteint de mucoviscidose. Eh bien, qu'est-ce que vous constatez sur le document 2? On vous présente les séquences nucléotidiques correspondant d'une part à l'allèle normal et d'autre part à l'allèle mutant. Lorsqu'on dit brin transcrit, ça sous-entend qu'il s'agit de l'ADN, bien sûr, c'est-à-dire qu'il s'agit du gène. Donc, à ce moment-là, pour pouvoir comprendre les données de l'exercice, il faut bien maîtriser ces concepts scientifiques, c'est-à-dire que, par exemple, ici, on n'a rien dit, on n'a pas mentionné ni ADN, ni ARN messager, bien sûr, mais lorsqu'on vous dit brin transcrit, vous devez vous-même comprendre qu'il s'agit bien sûr de l'ADN, c'est-à-dire qu'il s'agit du gène. Et puisque l'ADN, donc, c'est une molécule en double brin, on vous précise ici, c'est un brin transcrit, c'est-à-dire le brin à partir duquel, comme vous le savez, l'ARN polymérase va synthétiser l'ARN messager. C'est-à-dire le brin qui va être lu au moment de la transcription. Ça d'une part. Donc d'autre part, il faut aussi donc remarquer que nous avons un tronçon de l'allèle. Alors que veut dire un tronçon de l'allèle? C'est-à-dire une partie de l'allèle. Une partie de l'allèle. Pourquoi? Parce que vous savez très bien qu'un gène correspond à une protéine. Et une protéine, c'est généralement, ça dépasse 100 acides aminés. Donc
le nombre de paires de nucléotides au niveau du gène, ça dépasse donc 300 nucléotides. Et ici, nous avons uniquement donc un petit nombre de nucléotides. Donc vous avez 7 fois 3, c'est-à-dire 21 nucléotides. Eh bien, cela veut dire que c'est une partie de l'allèle et non pas l'allèle dans sa totalité. Ou bien si on veut parler du gène, c'est une partie du gène et non pas le gène dans sa totalité. Pourquoi? Parce que on va présenter uniquement la partie du gène pour laquelle il y a une différence entre l'allèle normal et l'allèle mutant. Donc vous avez ici donc, deux parties du gène en ce qui concerne l'allèle normal, le premier, et l'allèle mutant. Et ces deux parties, donc, il y a la partie normale qui correspond donc à l'allèle normal et le correspondant de cette partie qui correspond à l'allèle mutant responsable de la mucoviscidose. Eh bien, puisque donc nous savons à présent qu'il s'agit de l'ADN, qu'il s'agit du brin transcrit, et on va faire une petite comparaison entre ces séquences, les séquences nucléotidiques, les triplés que nous avons au niveau du tronçon de l'allèle normal, et les nucléotides que nous avons, les triplés que nous avons au niveau du tronçon de l'allèle mutant, donc l'allèle responsable de la maladie. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez constater dans cette comparaison? Vous avez TTA. On a TTA dans les deux situations. On a TAG. On a aussi TAG. Mais ici, qu'est-ce qu'on peut constater? Donc, AAA, à partir du quatrième triplet, il y a un problème. Alors, si vous faites la comparaison, vous allez trouver que vous avez ici CCA, c'est toujours la même chose après ce triplet. CAA, ici la même chose. AGG, nous avons ici la même chose. C'est-à-dire que si vous comparez l'allèle mutant par rapport à l'allèle normal, vous allez vous apercevoir qu'il s'agit d'une délétion de 3 nucléotides. Donc, c'est une mutation par délétion de 3 nucléotides. Et lorsqu'on parle de mutation, donc ça aussi, il faut signaler une remarque importante. Lorsqu'on parle de mutation, c'est un phénomène qui touche l'ADN, c'est-à-dire un phénomène qui touche le gène. Et la mutation, elle transforme donc, elle touche le gène. Du coup, elle va transformer l'allèle normal en un allèle mutant. Donc, la mutation, la notion de mutation, ça ne touche pas l'ARN messager, bien que les conséquences de la mutation qui a touché l'ADN vont apparaître au niveau de l'ARN messager et ils vont donc avoir une répercussion sur la structure de la protéine ou bien sur la synthèse même de la protéine. Donc, encore une fois, je dois signaler que vous devez être précis au moment de la rédaction de vos réponses, c'est-à-dire lorsque vous parlez des mutations, donc il faut signaler, il faut que votre lecteur puisse comprendre que vous comprenez très bien que la mutation, c'est un phénomène qui touche l'ADN, c'est-à-dire qui touche le gène et qui transforme l'allèle normal en allèle mutant. Et les conséquences de la mutation vont apparaître au niveau de l'ARN messager et au niveau de la protéine. Voilà. Donc, c'est ça le contenu donc, du document numéro 2. Donc, nous avons les séquences nucléotidiques de l'ADN au niveau du brin transcrit pour une partie de l'allèle normal et la partie correspondante de l'allèle mutant. Et lorsqu'on avait donc fait la comparaison, on a trouvé que la mutation, c'est une mutation par délétion de 3 nucléotides, plus précisément le triplet qui est numéroté dans ce document numéro 4. Voilà, on passe à la suite. Le document, voilà, donc ici j'ai tout simplement répété le, le document 2. Et vous avez ici le document 3. Voilà, donc vous avez ici le document 3. Qu'est-ce que vous pouvez constater sur le document 3? Eh bien, vous avez un extrait du tableau du code génétique. Bien. Qu'est-ce qu'on peut donc
mentionné comme remarque importante à propos de ce document. Ce document, ce n'est pas le fameux tableau du code génétique qui est global, c'est-à-dire qui comporte 64 codons qui correspondent à 20 acides aminés. Et parmi ces 64, il y a 3 codons qui correspondent, qui signifient stop, et les 61 qui signifient qui correspondent aux différents acides aminés. Ici, on ne vous a pas présenté le tableau dans sa globalité, mais on a présenté tout simplement une partie de ce tableau du code génétique parce que on vous a présenté uniquement les correspondances entre les codons d'ARN messager d'une part et les acides aminés d'autre part, et tout simplement, on a présenté la partie du tableau qui va vous servir à répondre à votre question. Donc, on a jugé que ce n'est pas la peine à chaque fois de présenter le tableau complet du code génétique. Donc ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, vous devez donc savoir que codon, ça signifie ARN messager. Donc les triplés de l'ARN messager qui correspondent aux différents acides aminés, ou bien qui peuvent, dans certains cas, correspondre donc à stop, c'est codon. Donc le terme codon, ça signifie les triplés de l'ARN messager. Donc dans votre rédaction, lorsque vous parlez de l'ARN messager, vous avez le droit donc d'utiliser le terme codon. Lorsque vous parlez de l'ADN au niveau du gène, que ce soit au niveau du brin transcrit ou du brin non transcrit, donc vous devez parler de terme triplé. Donc triplé pour l'ADN et les triplés pour l'ARN messager. Donc à ce moment-là, vous avez le droit de les appeler codons. Donc il faut être précis dans la signification des termes scientifiques utilisés dans votre réponse. Bien. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi à propos de ce tableau? Donc, nous avons dit la correspondance entre les codons de l'ARN messager et les acides aminés. Et autre remarque, c'est que quelquefois, il y a quelques élèves qui se trompent, qui considèrent par exemple que cette succession-là, asn, il, fait, gli, val, ser, etc., ils considèrent que ça c'est une séquence d'acides aminés. Donc ça, dans le sens horizontal ici, cette succession n'est pas intéressante pour ce tableau-là. Donc ce tableau, ce n'est pas une succession d'acides aminés au niveau d'une quelconque chaîne polypeptidique, comme pour les codons, ce n'est pas une succession de codons au niveau de l'ARN messager. Le tableau, il nous présente, ce qui est intéressant à lire dans le tableau, c'est cette correspondance verticale. Donc, l'enchaînement horizontal, pour nous, il n'a aucun sens. On n'est pas en train de vous présenter des séquences de nucléotides, on n'est pas en train de vous présenter des séquences d'acides aminés, on est en train ici de vous présenter tout simplement la correspondance entre les codons d'ARN messager et les acides aminés. Donc, on aura ici une lecture verticale. La lecture horizontale n'a aucun sens. Voilà. Une fois donc on a noté ces remarques à propos de ce document, 3, on va passer à la suite. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande dans la deuxième question? En vous basant sur les documents 2 et 3, c'est-à-dire le document 2 qui nous présente les séquences nucléotidiques correspondant au brin transcrit pour l'allèle normal et l'allèle mutant, et le document 3 qui nous présente un extrait du code génétique. Eh bien, à partir de ces documents, qu'est-ce qu'on nous demande au niveau de la deuxième question? Il faut donner les séquences de l'ARN messager et des acides aminés correspondant respectivement à l'allèle normal et l'allèle mutant. Puis, expliquer l'origine génétique de la mucoviscidose. Voilà donc, on a fait donc une lecture donc globale des questions. Maintenant, on va entamer les réponses. Donc, cette première partie de cet exercice, elle comporte uniquement 2 questions.
Donc revenons au début. Voilà, donc ici, dans cette introduction-là, on nous présente qu'est-ce que c'est que la mucoviscidose. C'est une maladie qui se caractérise par un certain nombre de symptômes. Elle est liée à une protéine qui s'appelle CFTR, qui donc fait le rôle d'un canal qui permet la sortie des ions Cl- à travers la membrane cellulaire. Et cette sortie des ions Cl- est nécessaire à la production d'un mucus fluide qui s'écoule facilement. Et si le mucus s'écoule facilement, donc on n'aura aucun problème. Donc on est dans le cas de la version normale de ce caractère héréditaire. Eh bien, au niveau du document 1, nous avons donc ici, euh, lorsque la cellule synthétise la protéine CFTR normale, celle-ci va s'installer au niveau de la membrane cytoplasmique et effectue son rôle, c'est-à-dire elle va permettre la sortie des ions Cl- et la cellule va sécréter un mucus fluide qui s'écoule facilement, donc on n'aura aucun problème pour le cas normal. Pour le cas où donc on a une production d'une protéine CFTR anormale, donc cette protéine ne va pas s'installer au niveau de la membrane plasmique, donc elle ne va pas effectuer son rôle biologique, et on aura donc, la cellule ne pourra pas expulser les ions Cl- vers le milieu extracellulaire, et par conséquent, la cellule va produire un mucus visqueux qui est difficile, qui est évacué, donc qui est difficile à évacuer, et du coup, on aura les symptômes de la maladie, donc de la mucoviscidose. Qu'est-ce qu'on nous demande au niveau de la première question? On nous demande d'exploiter le document 1 pour, d'une part, montrer l'origine des symptômes de la maladie, et puis on va déduire la relation entre la protéine et le caractère héréditaire. Bien, donc, quelle est l'origine de la maladie? Au niveau de la réponse, et comme donc vous constatez, vous avez donc deux verbes d'action, et au niveau de votre rédaction, regardez ici, vous avez donc au niveau de la rédaction, on a bien présenté nos deux verbes d'action. Vous pouvez constater ici le premier point, donc bien sûr, on a noté le numéro de la réponse, numéro 1. Donc nous avons le premier point, on nous demande le premier point, c'est l'origine des symptômes de la maladie. Et le deuxième point, c'est la relation entre la protéine et le caractère héréditaire. Bien, donc qu'est-ce qu'on peut lire donc au niveau de la réponse? La protéine CFTR anormale ne s'intègre pas dans la membrane plasmique des cellules épithéliales. Donc, pas de sortie des ions Cl-, d'où l'accumulation du mucus visqueux qui s'écoule difficilement et l'apparition des symptômes de la maladie. Donc voici, on a expliqué, on a répondu au premier verbe d'action de notre question, c'est-à-dire on a montré l'origine des symptômes de la maladie. Deuxième partie de la question, on nous demande d'expliquer la relation entre protéines et caractère. Eh bien, c'est une question, ce fameux concept de faire le lien entre la protéine et le caractère, ça pose problème pour pas mal de candidats au bac, mais tout simplement la relation protéine-caractère, caractère héréditaire. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on doit mettre dans cette question, dans cette réponse? On doit tout simplement présenter les éléments qui montrent qu'il y a une relation entre la protéine et le caractère héréditaire, tout simplement. Donc, mettre en évidence la relation, c'est-à-dire présenter un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'informations qui nous éclaircissent qu'il existe une relation entre la protéine et le caractère héréditaire. Eh bien ici, toujours donc question de faire une bonne rédaction, on a présenté ces éléments qui montrent la relation
protéines caractère héréditaire sous forme de 3 tirets. Donc ici, nous avons présenté 3 tirets comme ça. Nos idées, vont être exposées d'une façon claire. Alors, premier élément, protéine CFTR normale, on a un sujet qui a un phénotype normal, c'est-à-dire un sujet sain. Protéine CFTR anormale, on a un sujet atteint de mucoviscidose. Donc, tout changement de la protéine conduit à un changement au niveau du phénotype, du caractère héréditaire. Donc, le phénotype, c'est-à-dire est-ce qu'on est malade ou bien on est sain. Donc, un changement dans la protéine va se répercuter sur le phénotype en question. Et donc, dans le cas normal, on aura une protéine fonctionnelle. Et dans le cas anormal, la protéine devient non fonctionnelle. Donc voilà, ce sont les éléments qui vont montrer qu'il y a une relation entre la protéine et le caractère héréditaire. Donc voilà, comme vous pouvez le constater ici, nous avons le numéro de la question. Vous pouvez constater donc le numéro 1. Et vous avez ici, on a présenté premier point, origine des symptômes de la maladie. Deuxième point, la relation protéine-caractère héréditaire. Donc pensez toujours à une bonne rédaction au niveau de l'examen. La suite, qui va nous mener donc à la deuxième question. La synthèse de la protéine CFTR est contrôlée par un gène du même nom. Le document 2 présente une partie de l'allèle normal de CFTR, brin transcrit, c'est-à-dire l'ADN, au niveau du gène, c'est-à-dire d'une part pour l'allèle normal et d'autre part pour l'allèle mutant, chez un sujet sain et la partie correspondante de l'allèle mutant, brin transcrit chez un sujet atteint de mucoviscidose. Voilà, nous avons donc les tronçons, c'est-à-dire les parties de l'allèle normal et l'allèle muté, et on a dans les deux cas une succession nucléotidique qui correspond au brin transcrit d'ADN. Et qu'est-ce qu'on nous demande? Donc, on va nous demander de présenter on va nous demander de présenter les séquences d'ARN messager et les séquences des acides aminés qui correspondent respectivement à la partie représentée au niveau de l'allèle normal et la partie correspondante au niveau de l'allèle mutant. Alors, qu'est-ce qu'on va... Donc, je vais vous présenter donc tout simplement comment on va déterminer d'une part l'ARN messager et d'autre part l'acide aminé. Je prends des exemples tout simplement. Par exemple, pour l'allèle normal, TAA. Eh bien, si vous avez au niveau du brin transcrit d'ADN, vous avez TAA, vous connaissez très bien la règle de correspondance entre les nucléotides de l'ADN d'une part et les nucléotides de l'ARN messager d'autre part. Donc TA au niveau du brin transcrit, ça correspond à AAU au niveau de l'ARN messager. Eh bien, AAU, ça correspond à partir du tableau à l'acide aminé asparagine qui est noté ici ASN. Donc vous n'êtes pas censé forcément de savoir le nom de l'acide aminé, mais tout simplement vous devez utiliser les symboles qui sont présentés dans ce tableau-là, parce que donc chaque acide aminé est exprimé avec un symbole en 3 lettres. Par exemple, le deuxième triplet qui est TAG, voilà. Le deuxième triplet qui est TAG au niveau du brin transcrit d'ADN, ça va correspondre au codon AUC. Et AUC, ça va nous donner donc ILE, l'acide aminé isoleucine.
Et vous pouvez constater ici qu'il y a un triplet qui se répète, c'est-à-dire THG, THG. Donc on aura THG, THG, c'est-à-dire AUC deux fois, c'est-à-dire ILE deux fois, l'acide aminé isoleucine deux fois. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc on va donc présenter dans notre réponse, on va présenter les séquences de l'ARN messager et les séquences des acides aminés qui correspondent respectivement à l'allèle normal et à l'allèle mutant. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande dans la question? En vous basant sur les documents 2 et 3, donc, donnez les séquences de l'ARN messager et des acides aminés correspondant respectivement à l'allèle normal et l'allèle mutant, puis expliquer l'origine génétique de la mucoviscidose. Donc, quelle est l'origine génétique de la mucoviscidose? Donc, dans la deuxième partie, on va expliquer, on va dire que lorsqu'on a fait la comparaison entre le brin transcrit au niveau de l'allèle normal et l'allèle mutant, on a trouvé qu'il s'agit d'une mutation par délétion de 3 nucléotides. C'est le triplet numéro 4 au niveau du brin transcrit d'ADN, ce qui va nous donner une séquence des acides aminés donc au niveau de la protéine pour laquelle donc il y a un acide aminé qui manque, donc c'est comme si on a supprimé un acide aminé de la protéine, donc et du coup donc on aura une protéine non fonctionnelle qui va être responsable de l'apparition de la maladie qui est donc la mucoviscidose. Donc que veut dire montrer l'origine génétique de la maladie? Eh bien dire tout simplement que la mutation a provoqué la transformation de l'allèle normal en un allèle mutant. C'est une mutation par délétion qui va nous donner une protéine non fonctionnelle, non fonctionnelle, et on aura donc la maladie. Eh bien, regardez, qu'est-ce qu'on va faire donc au niveau de la réponse à la question numéro 2. On a dit, donc je vais répéter la question numéro 2, en vous basant sur les documents 2 et 3, donnez les séquences de l'ARN messager et des acides aminés correspondant respectivement à l'allèle normal et à l'allèle mutant. Donc ça c'est la première partie. Et puis expliquer l'origine génétique de la mucoviscidose. Donc on a dit qu'il s'agit d'une mutation par délétion qui va donner une protéine qui a une séquence en acide aminé anormale. Du coup, il va être une protéine anormale, c'est-à-dire qu'il ne va pas accomplir sa fonction biologique. Et lorsque donc cette protéine n'accomplit pas sa fonction biologique, les personnes qui portent l'allèle mutant vont être atteintes de mucoviscidose. Donc, deux parties, comme vous pouvez le constater au niveau de cette question. Tout d'abord, on doit donner des séquences d'ARN messager et des acides aminés. D'autre part, on doit expliquer l'origine génétique de la mucoviscidose. Et vous allez donc, je vais vous présenter ici la réponse à la question donc, numéro 2. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de présenter l'ARN messager et la chaîne polypeptidique, c'est-à-dire la succession des acides aminés correspondant à la personne normale et celle qui correspond à la personne atteinte de mucoviscidose. Et puis, on va expliquer l'origine génétique de la maladie. Eh bien, ici, je vais donc signaler une chose importante sur l'intérêt d'une bonne présentation, d'une bonne rédaction de la réponse. Ici, j'ai présenté donc la réponse à la première partie de la question, numéro 2, sous forme d'un tableau. J'ai présenté ici, donc, ce tableau-là, il comporte plusieurs lignes. Donc, on va lire ce tableau sous forme de plusieurs lignes. La première ligne correspond, donc on met les numéros des triplets, numéro du triplet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
La deuxième ligne, je signale d'une façon précise l'ADN, brin transcrit, séquence des nucléotides. Et je mets dans cette ligne donc les séquences nucléotidiques du brin transcrit correspondant à l'allèle normal. Tout simplement, ici, donc vous devez en principe ne pas laisser d'espace entre les triplés. Donc, ces triplés donc, ne doivent pas présenter d'espace. Dans la ligne suivante, vous allez mettre donc l'ARN messager correspondant et vous savez donc la règle de correspondance entre l'ARN, le brin transcrit et l'ARN messager. Si vous avez par exemple TTA, ça va correspondre au triplet, c'est-à-dire au codon d'ARN messager AAU. Et lorsque vous faites la lecture du tableau, l'extrait du tableau du code génétique, vous allez déduire qu'il s'agit de l'acide aminé ASN. Et de même pour tous les autres triplets. Donc, par exemple, ici, au niveau du brin transcrit, nous avons AAA. Ça correspond au codon d'ARN messager UUU. Et après la lecture du tableau, donc du code génétique, le tableau partiel du code génétique, on va déduire qu'il s'agit de l'acide aminé PHE. Donc, j'ai dit qu'il faut une bonne, regardez ici, vous avez une bonne présentation de la réponse. La seule chose pour laquelle donc il faut faire attention, c'est que vous devez donc supprimer cet espace. Hein, on ne doit pas avoir cet éloignement entre ces triplés de nucléotides, que ce soit au niveau de l'ARN messager, au niveau du brin transcrit d'ADN, ou bien au niveau de l'ARN messager. Pour les acides aminés, il faut donc le relier avec des tirets comme ceci, donc pour dire voilà que ce sont des acides aminés qui sont liés les uns aux autres. Hein. Donc on a dit il faut éliminer cet espace, cet éloignement entre les triplés des nucléotides. Et pour les séquences, des acides aminés au niveau de la protéine, au niveau de la chaîne polypeptidique, vous devez relier les acides aminés avec des tirets, ou bien tout simplement, quelquefois, il y a des élèves qui mettent chaque acide aminé dans un petit cercle, comme ça, et puis on relie donc les petits cercles avec des traits pour dire que c'est une succession d'acides aminés au niveau d'une chaîne polypeptidique, c'est-à-dire au niveau d'une protéine. Voilà, donc l'idée générale, c'est qu'il faut toujours veiller à avoir une bonne présentation de la réponse, une bonne rédaction. Donc ici, chez la personne normale, vous avez donc le brin transcrit d'ADN, l'ARN messager et la chaîne polypeptidique, c'est-à-dire la séquence en acides aminés. En ce qui concerne le brin en ce qui concerne la personne atteinte de la mucoviscidose, donc vous pouvez constater ici que j'ai mis 1, 2, 3, 5, 6, 7. Eh bien, l'absence du triplet 4, ça correspond tout simplement à la mutation par délétion de 3 nucléotides numéro 4 AAA au niveau du brin transcrit d'ADN. Et donc, de la même façon, vous allez donc présenter dans la première ligne numéro de triplet, deuxième ligne ADN, et vous indiquez brin transcrit, c'est-à-dire c'est une séquence de nucléotides, l'ARN messager, l'ARN messager, séquence des nucléotides, chaîne polypeptidique, c'est-à-dire la séquence des acides aminés, c'est-à-dire lorsqu'on précise bien ce que l'on veut, ce que l'on désigne par les séquences qui sont présentées, eh bien, vous montrez à votre lecteur, c'est-à-dire en l'occurrence, vous montrez au correcteur que vous avez bien compris de quoi il s'agit. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire. Et donc, je vais répéter donc la même remarque. Il faut donc éliminer cet éloignement entre les nucléotides, que ce soit au niveau du brin transcrit d'ADN ou bien au niveau de l'ARN messager. Et puis, donc, vous pouvez relier
les acides aminés avec des tirets qui montrent bien qu'il y a des liaisons chimiques entre les différents acides aminés qui constituent une chaîne polypeptidique ou bien donc une protéine de façon générale. Et c'est pas grave si vous présentez soigneusement chaque acide aminé à l'intérieur d'un petit cercle, mais que ce soit fait, bien fait. Et bien sûr, donc, il faut, de toute façon, il faut montrer toujours quelque chose qui montre qu'il y a des liaisons entre les acides aminés, histoire de ne pas croire que ce sont des acides aminés libres, mais non, ce sont des acides aminés qui sont donc engagés dans des liaisons chimiques qui constituent la chaîne polypeptidique ou bien la protéine. Voilà donc ici pour la personne atteinte de mucoviscidose. Nous avons la séquence des nucléotides au niveau des brins transcrits d'ADN, la séquence des nucléotides au niveau de l'ARN messager et la séquence des acides aminés au niveau de la partie de la protéine qui est présentée. Deuxième partie, toujours de la réponse numéro 2, on nous demande l'origine génétique de la mutation, l'origine génétique de la maladie. Donc, il faut faire le lien entre la mutation qui a touché le gène et du coup qui a transformé l'allèle normal en un allèle mutant et euh, la protéine qui va voir donc sa séquence en acide aminé modifiée et du coup donc elle va perdre sa fonction biologique et puis la conséquence de tout ceci c'est qu'on aura donc l'apparition de la maladie et bien sûr chez les individus qui sont atteints, chez les individus qui sont porteurs de l'allèle mutant et bien sûr non pas chez les individus qui portent l'allèle normal. Donc, explication de l'origine génétique de la maladie. Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire? Mutation par délétion du triplet nucléotidique numéro AAA, bien sûr au niveau de l'ADN, plus précisément au niveau du brin transcrit du gène, d'où la synthèse d'une protéine CFTR anormale, donc non fonctionnelle, et on aura donc l'apparition de la mucoviscidose chez les individus portant l'allèle mutant. Voilà donc la réponse donc on a fini donc la réponse à la question numéro 2. La prochaine fois, on va continuer donc sur le même exercice. On va en étudier une deuxième partie, toujours de l'exercice numéro 2, qui rentre dans le cadre de la partie qui s'appelle raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Donc, d'ici là, portez-vous bien et au revoir.